l'Afrique à qui profite l'uranium nigérien. D'un côté, des discours sur l'aide au développement, de l'autre, le pillage des matières premières. Le groupe français Areva a quant à lui renouvelé ses contrats miniers avec le Niger. Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, Areva bientôt enlèvera ou achètera chaque année dans ce pays plus de 3000 tonnes d'uranium métal à 40 000 francs CFA. C'est comme ça, vous avez bien suivi, je parle bien sûr de la tonne. À 41 000 francs CFA, soit 61 € le kilo, contre 27 300, ça dit 42 € le kilo, contre, il faut le dire comme ça, 27 342 € à ce jour, soit une augmentation de l'ordre de 50%. Pourtant, ce prix est à peine le tiers de celui pratiqué aujourd'hui sur le marché spot, 126 000 francs CFA, soit 192 € le kilogramme sur le marché spot. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Malgré les dénégations officielles des groupes miniers, le prix spot reste la référence confidentielle pour les contrats à 5 ou 10 ans. De plus, le cours de l'uranium n'est pas prêt de s'effondrer puisque la demande à l'échelle mondiale peut être estimée à 80 000 tonnes pour une production effective de 46 700 tonnes par an. À la lumière de ce nouveau contrat, deux questions se posent. La première ressort des rapports entre le groupe français et les autorités nigériennes. Alors que depuis des décennies, les prix sont renégociés chaque année en octobre, pourquoi Areva conclut cette année encore une convention à la fin juillet en acceptant une rémunération en hausse de 50%? On s'interroge. La seconde se rapporte plus généralement à l'ordre économique mondial. Comment expliquer que l'ONU définisse en 2000, c'est-à-dire il y a 20 ans, avec solennité, les objectifs du millénaire en matière de développement pour réduire la pauvreté de 50%? On parlait bien sûr d'ici à 2015, ça fait 5 ans. C'est ce qu'il disait. Et que les matières premières indispensables à la consommation des puissants soient extorquées à bas prix à des pays qu'elles-mêmes classent parmi les plus pauvres du monde. Je m'interroge toujours. On peut avancer quelques éléments de réponse à la première question. Si Areva s'est assuré dès septembre 2004 le riche gisement d'Imouraren au nord du Niger, 4000 tonnes par an en 2012, les permis de recherche d'uranium accordés par le Niger en 2006 et avril 2007 ont remis en cause son monopole traditionnel. Ces deux dernières années, Areva a acquis 4 des 38 permis repartis sur 15 sites. L'ouverture s'est faite notamment vers l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada et la Chine. La volonté des autorités nigériennes de diversifier leurs partenaires a poussé Areva à se montrer plus à l'écoute des revendications du Niger en matière de prix. C'est ce qu'on nous dit. À cela s'ajoutent les récents déboires de ses représentants sur place, un ancien attaché de défense à l'ambassade de France au Niger et un ancien diplomate fraîchement reconverti, tous deux expulsés, il faut le dire comme ça, en 2007, soupçonnés d'intelligence avec le mouvement nigérien pour la justice, le MNJ, expression d'une rébellion touareg réanimée, il faut le dire comme ça, depuis quelques années. La seconde question se pose avec une cruelle acuité pour le peuple nigérien. Selon les critères de l'indice de développement humain retenu par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, eh bien le Niger occupe la dernière position dans le classement de l'ensemble des pays du monde. Comment le comprendre? Quand on sait pertinemment que ce pays est riche en uranium. Je continue toujours de me poser des questions. Cette place est largement due au très fort taux d'analphabétisme. On parle de 89%, plus sensible encore chez les femmes. Pourtant, l'uranium du Niger est enlevé par les groupes miniers dont le français Areva en premier lieu au tiers du cours mondial et l'énergie nucléaire est la parade choisie par les puissances industrielles pour limiter soi-disant le réchauffement de la planète et préserver l'équilibre des écosystèmes. Sauvegarder la planète en maintenant dans la misère la majorité de la population qui vit dans ces espaces recelant l'indispensable source d'énergie, cette extravagante conduite politique du monde alimente à peine la mauvaise conscience des instances internationales. À l'ONU et dans d'autres enceintes, il est de bon ton de ressasser non sans condescendance
l'impérieuse nécessité d'accroître l'aide publique au développement quand la théorie du pillage des matières premières n'est pas aussi morte qu'on le croit, à l'image de ce qui se passe au Niger et dans plusieurs pays du continent noir. Eh bien, en 2000, on nous parlait des objectifs du millénaire. La nouvelle ligne Maginot de la bonne conscience universelle ne font plus que nourrir des colloques et des fonctionnaires internationaux peu attentifs à la réalité même des rapports de force qui scellent le contenu des contrats et conventions signés par des groupes miniers au Niger, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Voilà le paradoxe de tout ce qui se produit sur le continent africain avec la bénédiction de l'ONU, la bénédiction de la France, la bénédiction de la soi-disant, entre guillemets, communauté internationale. Président Banakani, je vais me tourner vers vous pour prendre votre réaction. Vous avez posé la question à qui profite l'uranium nigérien. Oui. Et cette question, elle seule, synthétise et exprime de manière concentrée le problème de toute l'Afrique dans son rapport à la France. Oui. Si vous répondez à la question à qui appartient l'uranium nigérien, vous allez répondre à la question à qui appartient l'Afrique et ses matières premières. Oui. Et les populations africaines. Parce que maintenant, on veut vous vacciner. Pour parachever l'affaire. Pour comprendre le drame de l'uranium, il faut remonter aux ambitions de M. de Gaulle, qui refuse à l'époque, du moins, qui veut offrir à son pays l'indépendance géopolitique par rapport aux Américains. Et pour ce faire, il lui faut assurer ses arrières. Et au cœur de l'enjeu de cette assurance se trouve l'enjeu nucléaire. Pour parler fort parmi les puissances de l'époque, la France devrait d'avoir, n'est-ce pas, l'énergie nucléaire, la bombe atomique. Oui. On va maîtriser l'atomique. Mais la France est un pays qui n'a aucune ressource atomique, qui lui permet d'avoir une bombe atomique. Elle n'a pas d'uranium, elle n'a rien du tout. Ben, il faut en trouver. Donc, depuis les recherches avaient été menées depuis les années 56, 54, je crois, au Niger, qui ont permis d'aboutir à la découverte des gisements faramineux, n'est-ce pas, d'uranium. M. de Gaulle va donc créer le commissariat à l'énergie atomique, à l'époque, dont M. Bellet qui est assis là. A travaillé là-bas, il faut le dire comme ça. Voilà. Donc, il va créer ce commissariat à l'énergie atomique pour garantir l'indépendance de la France en matière d'énergie et incidemment en matière de possession de la bombe atomique. Et voilà où commence le malheur de ce pays. C'est là où, du coup, la France a rayé la prospérité que le Niger et le Nigérien étaient en droit d'attendre des richesses exorbitantes de leur sous-sol. C'est cela qu'il s'agit. Donc, la France a confisqué simplement l'uranium du Niger. Elle a confisqué ça pour les besoins, n'est-ce pas, de la grandeur, de l'indépendance de la France, selon De Gaulle. C'est ça qui va aboutir à la création d'Areva. Oui. C'est là qui va aboutir à la création d'Areva. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des chiffres. Vous avez rappelé la situation du Niger, qui est parmi les 3 pays les plus pauvres du monde, jusqu'aujourd'hui. Le dernier pays aujourd'hui, en 2020. Le dernier pays le plus pauvre. Voilà, le plus pauvre du monde aujourd'hui. Voilà, le Niger. Oui, aujourd'hui, le pays le plus pauvre du monde. C'est ça un commentaire. Alors, je vous parle, je dis, Monsieur Le Drian a fait une visite il y a quelques jours dans ce pays pour dire que les élections qui arrivent au Niger, dans quelques jours, oui, vont être la référence en Afrique. La référence en Afrique. Il faut bien comprendre ça. Bon, pendant qu'il a dit ça, il y a un tollé au Niger. Un tollé, parce que l'opposition nigérienne et une partie de la société civile ont failli s'arracher les cheveux devant cette ingérence la plus grossière de la France dans les affaires internes du Niger. En vantant, Amadou Issoufou d'être un grand président, parce qu'il fait 2 mandats, il s'en va. Donc, le bilan de M. Issoufou, M. Ngos, c'est d'avoir fait du Niger le pays le plus pauvre de la planète. M. Le Drian vient inventer ça. Donc, M. Le Drian appelle démocratie parfaite un pays le plus pauvre du monde, qui est pourtant assis sur des richesses extraordinaires que la France a confisquées, en installant
en installant un des systèmes de criminalité les plus absolus au monde. Puisque à chaque fois qu'un dirigeant nigérien lève la tête et lorgne, n'est-ce pas, les contrats d'Areva, on lui coupe la tête. On lui coupe la tête. Donc, pour vous dire, donc, voilà donc la démocratie que M. Le Drian est en train de célébrer au Niger. Et on veut donc présenter M. Issoufou comme un modèle. Donc, il faut d'abord liquider ça. M. Issoufou n'est pas un modèle. Et là, je suis gentil. J'allais dire c'est un vaurien sur le plan politique. Un véritable vaurien. C'est le type de dirigeant, justement, que la France veut promouvoir en Afrique. Des gens qui vont faire des simulacres d'alternance, mais qui masquent en réalité la destruction de leur pays, l'appauvrissement de leur pays. Et que ces dirigeants travaillent à cela, pendant que la France les garantit des miettes à eux, à leur famille, à leur clan et à leurs amis. Ce qu'on appelle alternance à venir au Niger. Monsieur Issoufou a simplement préparé le terrain à son dauphin. Monsieur Bazoum, ça va être Issoufou sans Issoufou. C'est-à-dire que les mêmes schémas, le même système que la France a imposé au Niger va se perpétuer avec monsieur Issoufou. Je voulais revenir dans la question du Niger, de l'uranium. On est en 2007, 2008, je crois, 2010. Oui. On évaluait un peu ce que rapportait la vente de l'uranium d'Areva, du Niger à Areva. 2300 milliards de francs CFA. Et je vous rappelle que ce sont des évaluations sous-estimées. Oui. 2300 milliards de francs CFA. Oui. Le Niger ne touchait que 300 milliards sur les 2300 milliards de francs CFA. Il faut que les Africains comprennent quand on parle. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Je répète, sur les 2300 milliards que rapportait Areva, la vente de l'uranium du Niger dans le marché mondial, le Niger prélevait 300 milliards. 300 milliards. Sur 2300 milliards. Et ces 300 milliards-là, allez revoir. Est-ce que ça dit, qu'est-ce qui arrivait réellement dans le panier de la ménagère nigérienne? Rien. Parce qu'à travers toutes sortes de filiales, toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de mécanismes, même les 300 milliards-là étaient pillés. Toujours par la France et l'élite nigérienne au pouvoir, adoubée par la France. Donc le peuple nigérien et le Niger n'ont rien. C'est pour ça que ce pays est le plus pauvre de la planète. Alors, même la diversification des permis d'exploitation, tout à l'heure que vous avez évoqué, je crois qu'il y a eu en 2006, oui, n'a pas changé la donne. D'abord, la France reste toujours maître de cette affaire, oui, possédant la part du lion à cette affaire. Et il faut signaler que Areva va évoluer. Parce que quand De Gaulle prend le pouvoir, remplacé par Pompidou, il va se mettre en place une dynamique, oui, pour désormais amener les Américains à être partie prenante d'Areva. Et c'est le cas aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire les Américains sont avec la France dans un ensemble d'intérêts croisés pour gérer l'uranium du Niger. Alors il y a beaucoup d'implications qui seraient très longues d'expliquer ici ce matin, mais pour dire qu'il y a cette évolution-là. Ça vous l'amène à quoi? À dire que la diversification des partenariats, à dire des permis d'exploitation, le champ par la donne parce que ce qui coiffe cette diversification, ce sont les banquiers, ce sont les investisseurs. Or, c'est le même, ce sont les mêmes. Le patron de De Gaulle s'appelait Rothschild. Le patron qui est derrière ces entreprises encore, confessément diversifiées, y compris chinoises, hein, oui, y compris chinoises et canadiennes, ce sont les mêmes banquiers. Oui. Donc vous voyez que c'est terrible. Alors, si la France déjà prenait sa part à ce prix, et que maintenant vous amenez d'autres tueurs, c'est-à-dire des gens qui sont seulement là pour piller, pour saigner le pays, il va rester quoi au Niger? Vous allez donc voir qu'il va donc se produire une fausse croissance. Parce que la diversification des permis d'exploitation peut générer, de manière apparente, une croissance apparente. Parce que vous aurez plusieurs sites, n'est-ce pas, où on donnera l'impression d'exploiter l'uranium et d'autres matières découvertes. Mais cette multiplication apparente des poches de croissance masque l'aggravation du pillage. Parce que là maintenant, là où la France mangeait seule hier, d'autres mangeurs, plus costauds même que la France, sont venus se mettre là. Ils vont prendre leur part. C'est pour ça que le Niger continue à être le pays le plus pauvre du monde, malgré les taux de croissance, qui sont n'est-ce pas, alignés, qui sont, comment dire ça, présentés, n'est-ce pas, au monde entier, comme étant de la performance économique. Donc, pour terminer, l'uranium nigérien n'appartient pas au Niger. Parce qu'il fallait répondre à ça. N'appartient
pas du tout au Niger. Ça appartient à la France qui s'est donné les moyens de proposer ça aux autres. Comme j'ai dit que la France vend une marchandise qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire cette marchandise, c'est l'Afrique. Vous comprenez? C'est l'Afrique. Donc la France s'est appropriée l'Afrique et elle vend ça aux autres par divers canaux. Donc l'uranium du Niger n'appartient pas au Niger. Ça appartient aux multinationales dans lesquelles la France a sa place. Mais coiffée par les banquiers qui sont nos ennemis. Les Rothschild, les Lazare. C'est peut-être que tu vas connaître très bien. Il faut citer tous les noms. Je crois que c'est au moins 13 familles. Il faut citer les noms. Voilà les gens qui veulent posséder la richesse des Africains en général et qui possèdent l'uranium du Niger. Et qui vont posséder toutes les matières premières qu'on va découvrir au Niger. Donc le débat sur le Niger, c'est encore le débat sur l'Afrique. À qui appartient l'Afrique? En ce début du XXIe siècle, on est en train de nous dire, Roha, comme on dit au quartier, Roha, en face, comme monsieur, vous avez beau être des Africains, vous êtes chez vous, comme vous dites, mais ça ne vous appartient pas. On va prendre ça. Comme on a pris l'Afrique du Sud, vous n'avez rien fait. Mandela a fait son cinéma. On a dégagé sur le plan formel l'apartheid, mais le pays nous appartient. Au point où aujourd'hui, les boss d'Afrique du Sud estiment qu'ils sont désormais autochtones. Il faut comprendre ça. Ils n'avaient pas osé faire un ça sur l'apartheid. Mais aujourd'hui, ouvertement, ils disent qu'ils sont autochtones au point de vouloir créer l'État blanc. À l'Afrique du Sud. Ce n'est pas un jeu, il faut comprendre ça. C'est ce que je suis en train de dire. Quand les Blancs franchissent un pas dans une chose, il faut être très vigilant. C'est-à-dire, ils veulent créer un État blanc en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, le débat en Afrique du Sud, ce n'est même plus le post-apartheid pour dire comment comment par exemple faire la réforme agraire, comment partager les revenus, bref, tout le blabla qu'on fait là. Aujourd'hui, le débat politique, c'est quoi? On ne le dit pas. C'est que, évitons l'avènement de l'État blanc. C'est un chantage blanc que les Blancs font. Et pour éviter donc ça, ne parlez plus jamais. Ne soulevez jamais la question de la terre. Ne soulevez jamais le fait que la banque privée, la banque centrale de l'Afrique du Sud, est la propriété des Blancs. La banque centrale est la propriété des Blancs. Ne soulevez jamais la remise en cause de la l'apartheid économique qui a continué après les Simagu de Mandela. Donc, nous sommes devant une situation où on nous dit ouvertement, au début du XXIe siècle, que l'Afrique ne vous appartient pas. Et pour matérialiser ça, on va vous vacciner. Monsieur Ngoz, je l'ai dit depuis, vous êtes esclave. Moi, je suis esclave. Nos présidents sont esclaves. Et ce qui reste à l'esclave, dans la dialectique qu'il oppose à son maître, c'est la guerre. Il doit tuer le maître. C'est ça qui est encore devant nous. Et se libérer. Justement, merci beaucoup, Président Vadakani, pour cette première prise de parole. Docteur Bikima, je vais me tourner vers vous, jusqu'à preuve de contraire. Voilà un pays qu'on déclare être le plus pauvre du monde, mais pourtant, chaque année, elle produit 2300 milliards de francs CFA, de revenus qui lui viennent justement d'uranium. Un pays tellement si riche, mais aux yeux du monde et aux yeux des calculs géopolitiques, est le plus pauvre du monde. Oui, merci M. Steve Goss. Et après le brillant exposé de mon ami le président Vadakani, quand on dit 2300 milliards de francs CFA, c'est une sous-estimation extrême. Je le dis. Parce que d'ailleurs, elle va même concerner seulement la partie exploitation de la mine. Elle ne touche rien d'autre au-delà de cela. Vous avez soulevé des statistiques extrêmement importantes pour que les gens commencent à percevoir la profondeur de la situation. Le Niger, c'est 1 270 000 km², 22 millions d'habitants. Vous avez parlé de l'indice de développement humain, pour lequel ils sont les derniers depuis au moins 2 ans. Le taux de scolarité, vous en avez parlé, c'est le plus bas au monde. Le taux de mortalité infantile est le plus élevé dans le monde. Oui. Quand vous voyez une telle situation, pour un pays qui est aussi riche, rien ne peut vous empêcher de vous mettre en colère. Donc, je commence avec ceux qui se disent élites au Niger. Au Niger, oui. Si vous ne pouvez pas vous indigner face à une telle situation, quoi? Je ne m'arrête pas aux Nigériens, aux Africains. Si on ne s'indigne pas, quoi? Et maintenant, plus grave, pour les Africains qui détournent leur face de ce genre de situation, le Niger, l'avenir de l'Afrique de demain, c'est le Niger d'aujourd'hui, ce que vous voyez là. Oui. Pourquoi? Parce que l'évolution de la géopolitique actuelle, avec l'accord de Paris qu'on veut ramener au cœur de toutes les activités,
c'est de faire de toute l'Afrique ce que le Niger est aujourd'hui. Puisqu'ils veulent s'éloigner des énergies fossiles, il faudrait bien des énergies de compensation. Et l'une des plus grandes, c'est l'uranium. Or, quand vous voyez Macron et le président Banakane en a parlé, il veut modifier la Constitution. C'est des mots codés. Quand on dit changement climatique, d'ailleurs, c'est une escroquerie. Il veut inscrire à l'article 1 de la Constitution que la France doit défendre le climat. Il veut le faire passer par référendum. Vous voyez des gens manipulés par les maîtres du monde, comme le général James Clapper, qui a été directeur à la CIA. Il vous dit que le plus grand danger auquel fait face les États-Unis aujourd'hui, c'est le changement climatique. Vous voyez, Joe Biden, premier discours, il dit que la première décision qu'il va prendre, c'est de rentrer dans l'accord de Paris. Il nomme John Kerry comme son envoyé spécial pour négocier l'accord de Paris. Vous voyez Tony Blinken au ministère des Relations extérieures, qui est un interventionniste. C'est le gars qui a inspiré l'intervention, que ce soit en Libye ou en Syrie. Donc vous voyez que l'Afrique est sérieusement en danger. Et comme le président Banakane l'a exprimé, l'uranium en tant que matière première et métal est négocié à la bourse de New York, au NYMEX. Il est vrai que Areva, ou la nouvelle version d'Areva, est capitalisée au CAC 40. Framatome. Oui, Framatome. Qu'est-ce que ça signifie? Une fois que vous êtes capitalisé en bourse, ça veut dire que vous êtes en fait une possession des maîtres du monde dont a parlé Badakani. Pourquoi? Parce que, je l'ai expliqué, je l'ai souvent dit, il n'y a que deux échanges qui contrôlent plus de 95% des transactions boursières au monde. Le ICE, qu'on appelle Intercontinental Exchange, et le CME, qui est le Chicago Merchandise Exchange. Pour pouvoir investir en bourse, vous passez par ce qu'on appelle des banques d'investissement. Il y a une dizaine qui contrôlent 98% des transactions. Et c'est à elles qu'appartiennent donc toutes ces familles-là. Vous avez les Goldman Sachs, les JP Morgan, qui était le conseiller de Rockefeller, et en plus ce JP Morgan, en fait, qui a donné l'enveloppe à Léon Trotsky pour la révolution en Russie. Et les gens ne le savent pas. Voilà. Quand on voit une telle situation, comme on a dit, diversifier les partenariats ne sert à rien. Ce que l'Afrique doit faire, d'après moi, c'est d'essayer de prendre son destin en main en contrôlant elle-même ses matières premières. Le Niger ne peut pas le faire dans l'isolement parce que l'adversité est très forte. Il faudrait que les Africains se mettent ensemble dans une espèce d'organisation, ça peut être un trust, auquel ils confient la gestion et la négociation de leurs matières premières. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on doit inscrire en règle d'or. Quand vous regardez le capital d'Areva, vous ne voyez le Nigérian et le Niger n'a rien dans le capital. Ils préfèrent vendre. Ils ont ouvert le capital à une société japonaise. Ils font tout pour vous tenir en dehors. Ça veut dire que quand la société se capitalise même en bourse, le Niger n'en profite pas. Donc, c'est les premières choses qu'il faut changer. Vous voulez exploiter les matières premières chez nous, nous entrons dans la société à une certaine hauteur dans le capital. Au point que quand ça produit, nous aussi, on gagne des dividendes. On ne peut pas se contenter que de vendre les brevets d'exploitation et d'exploration. Donc, le dernier truc dont j'ai envie de parler, c'est... Il y a quelqu'un qui a évoqué l'Union africaine, cette ambassade de l'Union européenne en Afrique. C'est-à-dire, elle est totalement hors jeu. C'est-à-dire, il ne faut même pas... D'ailleurs, elle est même un handicap pour nous. Normalement, elle nous empêche même de fonctionner. On devait fermer... tu veux militer pour sa dissolution? Il faut absolument. Maintenant, je ne conseille pas aux Nigériens de faire ce que l'un des Nigériens a fait en 2013, où les partis fait exploser les mines d'Areva. Mais je les conseille de trouver un moyen et de négocier avec les autres pays africains. Voilà ce qui nous manque. On ne connaît pas négocier. Parce que quand on regarde, on négocie en attirant les gens avec un intérêt. Si le Niger avait des gens dignes de ce nom, pas les marionnettes qu'on voit là, elles auraient pu négocier avec la plupart des pays africains. Vous nous envoyez un certain nombre de soldats, on récupère nos mines et chacun a
on se partage des dividendes. Mais la France doit quitter le Niger et la France quittera le Niger. Parce qu'on a un combat, un plus grand combat devant nous. Ils croient qu'ils vont gagner avec les manipulations comme le vaccin, mais ils vont finir par perdre. L'avenir va se jouer dans quelques jours. Là, c'est ma première prise. Merci beaucoup, docteur Bekima. Merci pour cette première prise de parole. Docteur Jean-Paul Mbelek, jusqu'à preuve du contraire, le commissariat à l'énergie atomique a toujours eu ses pieds, il faut le dire comme ça, ses deux pieds au Niger depuis 1968, d'après les recherches que nous avons faites. Et d'ailleurs, le prix, il faut le dire comme ça, du kilogramme de l'uranium, on nous a dit, d'après les recherches que nous avons eues, c'est qu'un kilogramme est à 41 000 francs. Mais sur le marché spot, eh bien, le kilogramme du même uranium est à 126 000 francs CFA. Une escroquerie qui dure depuis des décennies. Le problème est plus profond que ça. Oui. Parce qu'il a plusieurs aspects. Vous voyez qu'on aura du mal en une seule émission pour en parler. Parce que si moi je devais entrer dans les détails aussi bien scientifiques, jusqu'à la partie économique, il va falloir déjà que je redonne bien mes idées. Voilà. Donc, je vais essayer de commencer par un bout. C'est-à-dire que les prix que vous donnez déjà, parce qu'il faut que j'arrive même à Madou Tandja, il est décédé fin novembre 2020. Vous ne parlez pas d'Amadou Tandja. Oui. Vous parlez que de Niger, mais il faut que je parle aussi du Gabon, la Centrafrique, l'Afrique du Sud, le Congo, RDC. Ils ont tout ça c'est lié, allez-y. Oui, non, mais c'est pour vous dire que vous voyez l'extension du problème. Oui. Dire que les mines d'uranium... Le président Badakane a indiqué que c'est un problème entièrement et totalement africain et pas seulement nigérien. Voilà, au Gabon ont été épuisés, voilà. Voilà, pourtant la région de Franceville, Monana, c'est une des plus... Il y a un phénomène bien connu en physique là-bas. Bon, je vais essayer de revenir, hein, mais bon, d'abord, ce que je veux dire, les prix que vous donnez, il ne faut pas faire de confusion. Nous avons notre expert qui est à côté là. Au fait, Bekima, Paul Bekima, c'est un vrai expert. Ça, et il est mathématicien de formation et qui a jeté sa lumière sur l'économie. Vous voyez, quand lui parle d'économie, moi je me tais, j'écoute, je suis convaincu. Donc ma critique ne concernait pas Bekima. À l'époque, quand j'en parlais, je ne pensais même pas à lui, mais je veux dire que ça ne concernait pas les gens comme ça. Parce que ça, c'est un producteur d'idées et il analyse la situation. Il jette la lumière mathématique sur la situation. Oui. Il ne récite pas la leçon. À la limite, il est capable de faire une leçon lui-même. Il nous a déjà fait la leçon, ne vous inquiétez pas. Il est même capable d'aller encore plus loin. Tout ça, c'est un vrai chercheur. Non, mais il ne faut pas exagérer. Allons-y, docteur Jean-Paul Mbelek. Le mérite des autres, qu'ils ne font que parler et ils ne font pas avancer. Rien que le peu qu'il a dit déjà, ça a déjà la lumière. Justement. Pour qui c'est analysé. Bon, alors, les 41 000 francs CFA, les 126 000, le rapport est de 3. En gros, hein, 4 fois 41 000, c'est à peu près 126 000. Bon, c'est 123 000. Et puis c'est un facteur de 3. Oui. Donc, vous voyez que déjà, entre le prix encaissé par ce pays africain... Si jamais il encaisse d'ailleurs. Si jamais il encaisse. Oui. Ça devient encore plus... Ça devient encore plus compliqué. Et le cours du marché mondial, là, il y a un facteur 3. Voilà. Mais attends, l'escroquerie est plus grande que ça. Ça, c'est l'uranium en tant que terre, roche qui sort de la mine. Maintenant, ce qui est coté en bourse, la bourse dont Bekima parle, c'est pas ça. C'est l'oxyde d'uranium. La formule, c'est U2, U3, O8. U3O8. Oui. Ok, U3, ça veut dire que j'ai donc un conglomérat où il y a 3 atomes d'uranium contre 8 atomes d'oxygène. Et l'uranium oxydé, puisqu'il y a l'oxygène. Oui. Ok. La formule, c'est U3O8. Voilà. Ce U3O8, cet oxyde d'uranium, bon, l'uranium n'est pas encore, n'est pas encore enrichi. Hein. Donc, c'est un mélange d'isotopes. Il n'est pas encore enrichi. On vous comprend. Allez-y. Il faudra encore l'enrichir après. C'est ce qu'ils vendent, là. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils vendent. Je parle de ce qu'ils directement vendent. de terre. Voilà, l'oxyde d'uranium. Partage avec le Niger, c'est ça. C'est ce qu'il dit après le vrai. Voilà. C'est autre chose. On ne sait pas là où ça passe. Là, à la bourse, c'est l'oxyde d'uranium. Oui. Donc, l'uranium n'est même pas encore enrichi. Donc, c'est juste l'oxyde d'uranium. Après, il y a un autre travail d'enrichissement. Mais la différence entre l'oxyde d'uranium et l'uranium sorti de terre, c'est que dans l'uranium sorti de terre, au mieux, c'est le yellow cake. Oui. C'est-à-dire que c'est un mélange. C'est juste un mélange. On a fait un traitement chimique pour un peu débarrasser beaucoup de oui, d'abord on a enlevé tout le granit et tous les résidus, mais il y a encore un autre traitement chimique à faire à partir de la peau pour obtenir l'hexafluorure d'uranium, qui lui va permettre de faire l'enrichissement. Mais maintenant, ce qui est coté au marché, c'est l'oxyde d'uranium. Voilà. Il n'est pas besoin d'être enrichi. Voilà. Et là maintenant, c'est scandaleux. Parce que le rapport entre le prix, les 126 000 francs CFA, cotation du marché, et l'ouverture du marché. En bourse, c'est multiplié par 32.
multiplié par 32. Oui. Donc ça signifie que si je calcule 126 000, je parle d'un kilogramme, hein. On va faire ça rapidement pour que les gens qui sont à la maison nous comprennent. Bon, ça fait 12, ça fait 1, ça fait 5, ça fait 2, 3, 6, ça fait 18, ça fait 1, 3 fois 2, 6, ça fait 7, là ça fait 3, eh bien messieurs, ça fait 3, ça fait 10, ça fait 4. Dans les 36 millions. Si je me trompe pas. Messieurs, ça nous fait 40 millions. 40 millions, voilà. 36 millions, j'ai dit, moi. 40 millions le kilogramme. Mais je vais donner une cours de mathématiques rapide, là. Allez-y. Quand tu as 32, tu ramènes ça à 33. Oui. 33, c'est 100 divisé par 3. Oui. Dans les deux zéros de 100, tu les mets déjà de côté. Oui. Et après, tu fais juste 3 fois 12, ça fait 36. Oui. 36 millions. 36 millions. C'est vite fait. Allez-y, on vous suit. J'ai pas eu besoin de calculatrice. Le matin, vous êtes rapide, allons-y. Continuons à en parler d'ailleurs. Quand Donc, t'apportes là- quelque part, on a 36 Tu vois, millions. je t'ai respecté, hein. J'aurais pu donner la réponse avant que tu aies fini. Arrêtez. Mais c'est la vérité, j'avais déjà la réponse. Allez-y, on vous suit d'ailleurs. Ok. Ça veut dire, moi j'en profite pour dire, comme je parle beaucoup de mathématiques, pour dire que le mathématique, c'est pas le calcul. Tout à fait. Le stade suprême de mathématiques, c'est le raisonnement. Donc il faut trouver juste la chose qui te permet de mettre, juste d'écrire, Tout à fait. sans calculer. On vous assure. Voilà. Ça accélère le raisonnement, ça le Absolument. densifie. Voilà. Alors, donc vous voyez déjà qu'il y a une différence de prix. Bon, ça j'ai réglé l'affaire. 36 millions le kilogramme Voilà. d'uranium. Maintenant, En bourse. comme Et l'a pendant ce temps, expliqué- le pays est aussi le pays le plus pauvre le du plus monde. pauvre. Mais bien sûr, oui, les rapports. Imaginez qu'ils exigeaient comme le docteur Paul Bikema, professeur Paul Bikema, comme vous voulez. Ouais, professeur Paul Nous, Bikema. pour nous, on n'a pas de différence. Hein. Il n'y a pas. Je signale que le Le titre Paul- universitaire le plus élevé, c'est docteur. Donc vous êtes là à discuter professeur, docteur. Oh, Docteur, on c'est n'a plus pas important discuté. que professeur. Hein, parce que ça, c'est le titre universitaire le plus élevé. Professeur, c'est la nomination, C'est une nomination. selon les pays académiquement, selon que tu as le choix quand tu es mis dans tel ou tel poste. On donne le grade. Voilà, on s'en fout de là-bas. Nous, on est docteur. Voilà. Et moi, c'est ma fierté, je suis docteur. Et qu'il n'y a pas plus titré que moi dans le monde, dans mon domaine. Point final. Voilà. Ok, maintenant je reviens. Docteur Paul Bikima. C'est important. ça Voilà, détail. c'est qu'il dit là. Il veut dire par là que si on était vraiment indépendant, vous voyez, l'indépendance, c'est que ça, sur ça, moi je ne discute même pas. Que quelqu'un veut parler de la francophonie, je ne veux pas savoir. Et moi, je suis prêt à donner ma vie pour ça. Parce que nos générations, ils vont souffrir avec les vaccins, ils vont souffrir encore plus. L'esclavage que nous, on se plaint là, ça sera pire. Donc il faut régler la question. Il faut donner sa vie définitivement. Je répète, hein, pour le CFA, ceux qui vont rigoler demain, moi je dis que Jean-Paul Bellec, je ne suis pas là pour passer mon temps. On doit travailler, on va les renverser très rapidement, d'une façon ou d'une autre. Moi je le dis, hein. D'ailleurs, j'attends que quelqu'un vienne me toucher. On va voir. La révolution commencera ce jour-là. Je dis. Allons-y en d'ailleurs direct, avec notre là. raisonnement. Non, il faut que les gens soient. On est catégorique. On en a marre de l'esclavage. Parce qu'ils ont eu un pain ce matin. Mais combien on meurt entre temps? On va continuer comme ça. Ça suffit. Et puis on passe pour des imbéciles. Il n'est pas bête. Je suis pas bête. Bon, il n'est pas bête. À 3 toi-même, tu n'es pas bête. Mais on passe comme si nous, on était bêtes là. Sans compter les techniciens. Mais ça suffit. Et le DG. Et même celui qui a fait Dampoulot, celui qui a fait ça, il n'était pas bête. Comment il a fait pour arriver là? Mais il est extraordinaire pour arriver là. Regarde d'où il part, de son village du nord du Cameroun. Il a quand même fait d'autres. Il n'a pas seulement fait. Il y a le thé, il y a beaucoup de choses que monsieur a fait. Je parle de monsieur Dampoulot. Oui. Donc on n'est pas bête. Donc ça veut dire qu'on ne doit plus passer pour des gens bêtes. Et les blancs, eux, sont bêtes. Et c'est même des gens très émotifs. Il ne faut plus que les blancs dominent les noirs. Nulle part. Et encore moins en Afrique du Sud. Et je suis strict quand je dis ça. Bon, maintenant, je reprends mon calme. Je ne suis pas énervé, hein. Je marque le ton seulement. Voilà, maintenant, je reprends mon calme. Vous avez le droit de vous énerver. Allons-y, docteur Jean-Paul Bellec. Voilà. Donc, si on était au niveau où Bekima nous l'a expliqué, le Niger, c'est les 130 millions qu'ils auraient au lieu de 41 000. De 41 000. Vous voyez la différence? Ils ne pourraient plus être pauvres. Ok, ils pourraient financer leur développement. Il n'y aurait pas autant d'analphabétisme, il n'y aurait pas autant d'enfants morts, il y aurait des hôpitaux corrects, vous comprenez, et ils auraient plus de fierté. Et nous, on serait fiers avec eux. Voilà. Donc c'est pour cela, nous ne pouvons plus faire de concessions à ce niveau-là. Il faut que nos intelligences soient fonctionnelles. Donc il faut qu'on s'organise et qu'on soit déterminés. Voilà. Et le noble noir est un homme fort. On est les plus forts de la planète, on passe pour les plus faibles. On est les plus forts. Physiquement, il n'y a pas plus fort que nous. Bon, intellectuellement, on est au moins tous équivalents, mais physiquement, on est très fort. On a les muscles qu'il faut, on a la mélanine, on a tout ce qu'il faut. Moi, je vous poserai justement Voilà. la question à docteur Jean-Paul Bellec. Qu'est-ce qu'on attend pour utiliser nous-mêmes cet uranium qui est sur notre sol? Bon, j'arrive, non? Mais bon, je vais chuter alors, parce que tu m'obliges à Non, chuter. non, non, je vous pousse pas à chuter. Ok. Prenez votre temps. Là, quand vous parlez de Areva, et vous parlez de la France c'est zéro. Vous allez même parler de Gaulle. Par exemple, en parler de Gaulle, c'est zéro. Je signale que le développement nucléaire en France ne tient pas à la politique de De Gaulle.
De Gaulle, c'est un opportuniste à qui les Américains n'ont jamais cessé de lui faire comprendre qu'il reste à sa place. Oui. Et quand ils en ont eu marre de lui, ils lui ont fait mai 68. Oui. Et comme il était lâche, il a fui à Baden-Baden pour avoir le général Massu, qui lui a dit non, je retourne là-bas en France. Okay. Il va en France, les Français le désavouent, il démissionne 1 an plus tard. Okay. Donc c'est un lâche orgueilleux, mais vous voyez, il conjugue lâcheté, orgueil et sa vision de la France qui n'existe pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui soit concrètement sont les Israéliens? Les Israéliens ne pouvaient pas fabriquer la bombe atomique directement de chez eux. Oui. L'adversité ne les permettait pas de le faire. Il y a donc une collaboration entre Israël et la France. En Israël, on a le site d'Imona, qui est assez longtemps un site secret. Et le CEA, comme ça, j'ai travaillé pour Israël. Quand De Gaulle même a repris le pouvoir, parce que vous savez que après la Deuxième Guerre mondiale, on l'appelle, okay, au niveau du gouvernement de l'Union nationale, là, et ensuite il repart et on le refait revenir, comme les partis politiques n'arrivaient pas à s'entendre, oui. Il propose la 5e République, on le fait revenir après. Quand De Gaulle revient, il découvre tous ces plans-là. Il donnait des ordres pour qu'on arrête, parce que lui, il était, avec sa vision de la France, là, il n'était pas d'accord pour que Israël ait sa bombe à travers la France. Et vous savez, on ne l'écoutait pas. Parce que Shimon Peres habitait en France. Et c'est Shimon Peres qui donnait des ordres. Et les ordres de Shimon Peres passaient directement. De Gaulle avait beau donner des ordres, ça ne passait pas. Je dis bien au CEA. Effectivement, j'ai travaillé au CEA. Je dis au CEA. On en a encore des traces aujourd'hui. Hein. Donc ça n'a pas été créé pour lui. Les gens qui ont créé le CEA, dont Areva n'est qu'une compagnie, parce que dans le CEA, il y a la partie qui soit l'uranium, il y a la partie... Et puis finalement, là, il y a aussi la partie... Parce que dès le départ, la vision du CEA, c'est recherche fondamentale et recherche appliquée basée sur l'uranium, qui permet de financer aussi la recherche fondamentale. Et donc il y a la partie recherche fondamentale, c'est là où moi j'étais. Voilà. Maintenant, il y a aussi la partie militaire, la dame. Là-bas, il faut entrer, là-bas, il faut montrer patte blanche, et certainement pas être étranger. Oui. Parce que même un Français... Vous savez, moi j'ai travaillé au CEA, chaque année, il y avait une enquête de moralité sur moi. Hein. Quand on fait, surtout que moi je suis étranger, je ne suis pas français, on fait les enquêtes de voisinage, mon contrat on est année par année. Vous comprenez? Donc n'entre pas là-bas qui veut. On vous comprend pas maintenant. Et qui peut. Revenons justement. Donc je reviens. Oui, donc je vais dire que tout ce temps-là où le développement de la bombe atomique israélienne se fait, on a besoin de la France. D'autant plus que dans les colonies françaises, il y a l'uranium. Parce que le problème déjà c'est acquérir l'uranium et ensuite l'enrichir. La connaissance du procédé pour fabriquer la bombe atomique vient des États-Unis. Or, il n'y avait pas de chercheurs français là-bas. Dans le projet Manhattan, il n'y a pas de chercheurs français. Donc, comment les Français ont eu cette expertise? Ce n'est pas les Israéliens. Okay? Parce qu'Israël, il faut savoir qu'Israël est présent quelque part. À partir du moment où il y a des juifs sionistes, c'est comme si Israël y était. Vous voyez, là, je ne parle même plus du Talmud, juste le mouvement politique sioniste. Oui. S'il y a des juifs sionistes quelque part, quelle que soit leur nationalité, vous êtes sûr que tout ce qu'ils vont acquérir profite à Israël. Parce que ils militent pour ça. Ce serait la même chose pour nous, les Africains. Si les Noirs américains avaient la même conscience, là où il y aurait les Noirs américains, par exemple, ou les Noirs brésiliens, ou les Noirs entiers, profiteraient à l'Afrique. C'est la logique. On ne peut pas reprocher ça. C'est normal. Voilà. Donc, ça, c'était pour régler la partie française. Alors maintenant, donc c'est que la France amène ses colonies. Il faut savoir, moi j'ai vu les comptes, dans les années 80, ils osent encore publier leurs sources d'approvisionnement en uranium. Vous ne voyez jamais un pays africain mentionné. Maintenant, grâce à Internet, on fait des fouilles plus approfondies. Mais quand vous prenez un document d'Areva, par exemple, okay, ou Framatome aujourd'hui, et vous regardez quelles sont l'origine de l'uranium, c'est jamais marqué, c'est toujours la France. C'est comme si ces gens venaient de la France. Ils vont vous dire qu'ils prennent en Australie, ils prennent au Canada, mais... Au Kazakhstan. Au Kazakhstan, oui, c'est ça, oui, absolument. Mais il n'y aura jamais l'Afrique. C'est marqué France. Dans tout l'uranium qui est creusé justement chez nous ici, est marqué chez eux, oui, Made in France. C'est leur part. Voilà. Maintenant, restons sur le Niger. Oui. Tanja, il s'est arrêté au premier niveau, pas au niveau de Dr Bikima. Il a voulu juste qu'on augmente le prix de l'uranium de 41 000 à 126 000 francs CFA. Oui. Ok. Bon, et on lui a fait ses misères, vous savez. C'est un coup d'État, hein, président Badakane. Voilà. Et, voilà, on a fait un coup d'État et Mamadou Sifo est venu après les élections plus ou moins arrangées. Et il est mort, il est décédé récemment. Oui, arrangé, pas plus ou moins. Voilà. Élection arrangée. Bon, voilà. Nous reviendons d'ailleurs sur le sujet demain, mesdames et messieurs. Je donne des informations là, oui. Le détail peut-être au second tour. Autre chose, toujours c'est Issoufou. Issoufou était un ancien ingénieur des mines formé à Saint-Étienne en France. Et lui, il a été directeur de la mine d'Arlit. Oui. Voilà.
Oui, non, c'est ça que je suis en train de dire, non? Ancien Voilà. cadre d'Arriva, allons-y. Oui, à Arlit, c'est celui qui dirigeait la mine là-bas, en tout cas le cadre nigérian qui dirigeait. Donc, pendant les 10 ans qu'il a passé justement à la tête du pays, la seule chose qu'il est venu Bon, faire, il est venu c'est accomplir juste après le Tangier travail de ses maîtres. pour ouvrir encore plus de mines à la France et négocier de nouveaux accords en faveur de la France. 36 sites actuellement. Bon, voilà. Donc, vous comprenez la logique. Avant, il y a eu Amadou Diori, à qui on a fait un coup d'État, c'est Nikunche, 1974. Et Amadou Diori, lui, c'était un fervent de la francophonie. Donc, vous voyez que dès le départ, puisqu'il il a contribué à la création de la francophonie. Oui, oui. Et donc, vous voyez que dès le départ, le Niger est mal parti. C'est un pays parti pour travailler pour la France. Et contrairement au Sénégal, qui au moins a bénéficié de certains subsides dans leur collaboration, qui continue jusqu'à aujourd'hui, le Niger, non. C'est juste, on prend. Oui. Et on vous jette. Alors, maintenant, je fais un saut pour finir sur l'Afrique. Bon, le Centrafrique, vous voyez que tous les mouvements de guérilla, d'ailleurs, en Niger, même le mouvement de guérilla Touareg, là, c'est lié à l'uranium. Moi, je crois que les gens, s'ils ne comprennent pas bien, moi, je connais bien les Touaregs, hein, parce que je répète Touareg moi-même. Oui, une famille Touareg voulait m'adopter. Et d'ailleurs, je devais même, à ce moment-là, il suffisait que j'épouse une de leurs filles qui me proposait. Ils voulaient que je devienne Touareg. Mais je ne vais pas citer le nom de la famille, mais s'ils m'écoutent, ils me reconnaîtront, ils me connaissent. Voilà. Le Mali, c'est très facile. Hein. Moi, j'ai beaucoup vécu au Mali. Finalement, j'ai plutôt été adopté par les Dogons. Parce que ça, c'était mon choix. Voilà, en tant que communauté d'astronomes. Oui. Voilà. Et les Touaregs ne sont pas, comme on dit, ce sont des Africains. C'est vrai que quand on prend leurs origines, il y a une origine étrangère, mais qui n'a pas d'origine étrangère? Ils sont mélangés. C'est une communauté intégrée au Mali ou au Niger, les Touaregs. C'est différent. On les met parmi les Berbères par la langue. Mais c'est différent des Berbères d'Afrique du Nord, qui d'ailleurs sont très blancs, eux. C'est pas tout à fait le cas des Touaregs. Ok? Donc, quand vous voyez une fille Touareg, quelle que soit, c'est un peu comme une fille Peul. Bon, les Peuls, eux, sont beaucoup plus africains, je suis d'accord. Mais bon, je voulais donner l'exemple au niveau du teint, par exemple. Hein, parce que chez les Peuls, parfois, il y a des gens qui ont des teints très clairs. Mais même au niveau des autres peuples de la forêt, il y a aussi des gens très clairs. Les Pygmées sont très clairs, de peau, par rapport à un Sénégalais, par exemple. Voilà, bon, donc ça ne veut rien dire. Les relations des temps. Mais je dis, quand je vois une fille Touareg de dos, c'est difficile de penser qu'elle est Touareg. C'est quand elle se retourne, on voit qu'elle est Touareg, parce qu'elle a la forme des femmes africaines. Elle n'a pas la forme d'une femme européenne. Et vous savez, j'ai beaucoup vécu en Europe, donc je connais la forme des femmes européennes. Bon. Ok, alors, donc le Gabon, Oui. le Centrafrique, c'est réglé, puisqu'on crée des conflits. Ok? Niger, Mali, conflit. Mali, il y a aussi des mines d'uranium là-bas Justement. qui ne sont pas encore exploitées. Conflit. Centrafrique, conflit. Maintenant, Gabon. Gabon, c'est catastrophique. RDC, conflit. Mais Gabon, les premières bombes atomiques, la bombe à uranium des États-Unis, l'uranium vient du Congo. Congo, RDC. Oui. Oui. Il y a eu deux bombes, une à plutonium et une à uranium. Voilà. Alors, l'uranium, c'est Hiroshima. L'uranium vient du Congo. Oui. Voilà. Alors, maintenant, pour le Gabon, c'est catastrophique. Vous voyez, le Gabon, les mines sont épuisées. Et ça fait déjà pratiquement 20 ans que les mines d'uranium Sont épuisés. totalement épuisées. C'est-à-dire qu'on peut plus elles sont plus viables pour l'exploitation. C'est-à-dire que les Français ont trop pris, ils ont fait des stocks chez eux. Et il y en a, le reste, ils ont vendu. Voilà. Or, écoutez bien, or, dans le monde, c'est la seule région où il y avait une forte concentration en uranium. Si bien qu'il y a 1,8 milliard d'années, il s'est créé là-bas une fission nucléaire naturelle qui a duré plus de 100 000 ans. La rivière Oklo, servant de modérateur pour ralentir les neutrons. Oui. Oui, la rivière s'appelle Oklo. Voilà. Et la concentration étant telle, d'autant plus que si on remonte en arrière, il y a 1,8 milliard d'années, le taux d'uranium-235 qui est fissile, qui n'est que de 0,7% aujourd'hui. À l'époque, il était de 3,8%. 3,8%, c'est ce qu'il faut pour les centrales nucléaires civiles, pour les faire tourner. Donc déjà, on avait le bon taux à l'époque. Parce que la radioactivité fait que le nombre de noyaux diminue, puisqu'ils sont radioactifs. Donc en revenant en arrière, le taux était plus élevé et suffisant pour faire la fission. Mais vous savez que dans la fission d'uranium, 235, le numéro 235, c'est juste pour les utopies. Hein. Oui. Si les gens veulent savoir, j'expliquerai après. Il faut que le neutron soit lent. Pourquoi? Je vais expliquer. Je vais prendre, voilà, je prends mon téléphone et je prends ma lunette. Mettons que ça, c'est un nucléon. Ça dit une petite particule dans le noyau de l'uranium, 235. Oui. Et ça, c'est un autre. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a ici. Autour. Il y a 235 nucléons au total. Quand le neutron arrive, s'il est trop rapide, il va trouver un passage et il va traverser. Parce qu'il est trop rapide. Il faut qu'il soit lent pour qu'il entre et cela le coince. Il ne peut pas passer parce qu'ils ont le temps de le coincer. Vous comprenez? Oui.
Voilà. Parce que comme une balle de fusil, si tu tires, si c'est pas trop rapide, ça va rester coincé dans le sac de sable. Mais si la balle est trop rapide, elle peut percer le sac et continuer. Alors, le but du jeu, c'est que le neutron reste dedans. Oui. Quand le neutron reste dedans, c'est là que l'uranium se rend compte, parce que le noyau, c'est comme un bateau. Et le vide, c'est comme la mer. Il se rend compte qu'il est trop lourd maintenant. Comme il est trop lourd, il se casse en deux. C'est la fission et ça libère l'énergie. Et d'autres neutrons vont faire la même chose. La réaction est dite divergente. Ok? Voilà. Donc, pour ralentir les neutrons, là-bas, c'est le fleuve, la rivière Oklo. L'eau, c'est un modérateur. Parce que ce sont les noyaux légers qui permettent d'interagir plus fortement avec les neutrons, donc les ralentir. Et l'eau est un noyau léger. Puisque contrairement à l'uranium qui est 235, l'eau H2O, ce n'est que 238. Oui. Et quand je dis 235, c'est l'uranium pur. Parce que si c'est oxydé, il faudra encore ajouter autant d'oxygène. Donc vous voyez que l'uranium, c'est très lourd. Vous prenez 1 kg d'uranium comme ça, là, c'est tellement dense que déjà l'or, ça vous paraît lourd. Ok, 1 kg, quand vous prenez 1 kg d'eau, 1 kg d'eau, vous avez l'impression que le chlorure noir perd beaucoup plus lourd, parce que c'est dense. Mais le l'uranium, c'est encore beaucoup plus dense que l'or. Ok, donc, quand l'uranium arrive, le neutron arrive, il est donc ralenti par l'eau. Et à ce moment-là, à cette époque-là, il fusionnait dans les noyaux d'uranium, 235. Et c'est comme ça que la réaction, la première pile atomique du monde est naturelle. C'est dans la région de... Donc vous voyez le scandale de dire que cet uranium qui était si abondant est épuisé. Est-ce que vous comprenez le scandale? Oui. Bon, le phénomène de Oklo, je suis là-dessus, est un phénomène qu'on étudie en physique. Parce qu'il permet de mettre des contraintes sur la constante de structure fine. Et la constante de structure fine, c'est celle qui règle la stabilité de la matière. Moi, je vous ai posé une question avant de passer la parole à Albert Anatola ici. Qu'est-ce que justement les États africains attendent pour utiliser justement cet uranium pour nous-mêmes et pour nous protéger? Ils peuvent pas y répondre. Ils peuvent pas l'utiliser. Les États africains, c'est à nous de les changer. Vous voyez que mon discours là, il sert à quoi? D'abord, vous voyez qu'une connaissance comme la mienne ou Bekima, est-ce qu'il l'utilise? Bah, vous êtes des physiciens, vous êtes des mathématiciens, vous êtes sur ce plateau. Est-ce qu'il l'utilise, président Bandakani? Toi-même, tu es président. Et on a voté pour toi à la dernière élection. C'est quoi? Les municipales? Non. Mais les gens t'écoutent tous les jours ici, te félicitent, non? Nous devons vaincre l'adversité. Oui. On doit aller contre. Donc, ce qu'il faut, c'est que désormais, ils sont assez âgés. Il faut seulement qu'ils soient sages, comme un bon Africain. Qui nous laissent les ouvertures. Et il faut que les camtos aussi s'arrêtent. C'est-à-dire, quitte que je prenne ta place, il faut que ça s'arrête. Okay? Et tous ceux qui croient qu'il faut soutenir Camto parce qu'ils sont bamilekés, il faut qu'ils arrêtent aussi. Parce que le combat est national et continental. Il n'est pas régional. C'est toute cette, cette sagesse-là qu'il faut qu'on retrouve avant même de partir à l'organisation. Merci. Et moi, je mise là-dessus. Parce que je pense que le peuple est intelligent. Le peuple est justement intelligent. Et puis j'espère apporter de la clarté mathématique. On espère également. Voilà. J'en dirai encore un mot à la fin. Tout à l'heure, vous aurez justement le temps. Albert Anatola, ici, on nous présente le Niger comme étant la face hideuse de ce que les Rothschild, et sans oublier la France, ont besoin de faire sur le continent africain. En fait, jusqu'à preuve de contraire, on le sait aujourd'hui en 2020, le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Pourtant, c'est un pays, on pourrait même dire, l'un des pays les plus riches en matières premières sur le continent, et d'ailleurs même dans le monde entier. Mais il est tellement pauvre que là, en ce moment-là, c'est une expérimentation. On a l'impression que c'est une expérimentation qu'on a fait au Niger et qu'on a besoin de reproduire dans tous les pays africains. Oui, disons que il faut déjà noter que Oui. le Niger, comme la plupart des pays africains qui ont des richesses naturelles, notamment minières, c'est un gros scandale. Un gros scandale géologique, environnemental et entre autres, un gros scandale économique et même un gros scandale politique. Parce qu'il y a les implications politiques. Tout à l'heure, le président Panakana a tenté de planter le décor, mais je voudrais revenir un peu plus loin, parce que lui, il a mis dans un certain contexte. Parce que la situation qui se passe au Niger n'est pas dissociable des accords OCR que justement Houphouët-Boigny avait signé avec Paris à l'époque, lors de, n'est-ce pas, qui donnait lieu à l'exploitation du sous-sol, n'est-ce pas, de la zone sahélienne. Vous vous rappelez à l'époque. Là, et nous savons qui était M. Houphouët-Boigny. Et le Niger fait partie du monde. C'est lui qui porte cette loi au Parlement français. Tout à fait. À l'époque, il est député tout à fait. Donc, ce qui se passe donc justement, quand on cite donc cette situation, dans ce contexte-là, c'est là où tout part en fait. Oui. C'est-à-dire que désormais la France est maître du sous-sol des zones sahélo-sahéliennes, qui regroupent à la fois le Mali, le Niger, en tout cas, c'est un grand espace désertique.
Oui. C'est ça l'écho. Tout à fait. C'est ça le projet qu'on appelle l'écho. Tout à fait. C'est ça. Donc, quand je dis cela, je voudrais également apporter un petit rectificatif par rapport aux chiffres que vous avez tout à l'heure énoncés. Les chiffres actualisés, pour ce qui concerne justement ce que rapporte, j'allais dire le gouvernement nigérian, pour l'exportation de son uranium, c'est 245 milliards en 2018. 245 milliards en 2018. 245 milliards en 2018. Et je dis bien les chiffres actualisés. C'est ce qui veut dire donc que c'est chiche. Deuxième chose, il faut noter que bon, Areva qui a muté en Areno, je crois, l'État nigérian est désormais... Nigérien. Je ne dis pas des Nigériens, j'ai des Nigériens. Ouais. Est désormais actionnaire. Ça, il faut également le président Bandakane. C'est vrai que dans le capital, il est minoritaire parce que c'est Areno qui est majoritaire au capital. Parce que Areva désormais, ancien Areva a désormais 2 filiales qui exploitent l'uranium nigérien. Ceci dit, ça nous renvoie à 2 problématiques. La problématique politique d'abord parce que il s'agit des problèmes d'accords qui sont signés entre un État, à mon sens, et une des multinationales. Bon, il est donc incompréhensible que même si ces multinationales ont derrière un État, c'est-à-dire l'État français, je pense que de manière générale, lorsque c'est vous qui avez la ressource dont l'autre a besoin, c'est vous qui devrez faire de la surenchère. Oui. Au niveau, n'est-ce pas, de la négociation. Et ce qui est donc paradoxal, c'est quoi? C'est que, justement, l'unité nigérien qui est propriétaire de l'uranium nigérien va dans la signature de ces accords de manière complexée. Ce qui pose un problème d'intérêt. C'est-à-dire que, finalement, donc, la personne, c'est-à-dire le chef d'État qui signe les accords, là, doit être pro-Paris, c'est-à-dire un pro-français. C'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça que là, je réponds à la question, la préoccupation du président Bandakane, c'est-à-dire que, en fait, le prochain président du Niger, pour moi, oui. ce sera celui que Paris aura imposé. La preuve, il l'a évoqué. Ils appellent Bazoum. Monsieur Jean-Yves Le Drian. Bazoum. Monsieur Jean-Yves Le Drian, qui s'offusque de ce que l'Italie se mêle des affaires politiques, des affaires internes françaises, se mêle de la politique nigérienne, en imposant, en jouant le maître du jeu. Et ça ne se passe justement avec la complicité tacite carrément du Nigérian, il faut le dire. La deuxième chose qu'il faut justement convoquer, et on n'en parle pas trop, j'ai pas le scandale environnemental, parce que justement, Paris qui parle des accords, du climat, qui veut d'ailleurs entrer dans le climat et veut faire un référendum sur le climat. Le Niger. Oui. C'est de cette activité pollue et dégrade, n'est-ce pas, l'environnement nigérien. C'est quoi la contrepartie? Il n'y a aucune contrepartie par rapport à cette pollution, parce que ça a une pollution, ça détériore, ça dégrade et ça pollue. C'est quoi la contrepartie? Maintenant, je veux évoquer un élément géopolitique. Paris dit qu'au Mali, on ne doit pas négocier avec les terroristes, n'est-ce pas? Mais au Niger, Paris a demandé à ces multinationales de négocier avec les groupes terroristes pour préserver, pour sécuriser, n'est-ce pas, les mines, n'est-ce pas, que ex arrive à exploiter. C'est ça qu'il s'agit. Voyons un autre paradoxe. Le troisième problème que je voudrais évoquer est d'ordre économique. La plupart de mes précédents intervenants ont évoqué cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le problème du Niger à la fin? C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre affaire, mais vous êtes paupérisé. Ça veut dire que c'est vous le problème. Ça veut dire que c'est vous le problème. Est-ce que le Niger a réellement le choix, Albert Anatola, ici? Je veux toujours dire qu'on a toujours le choix. Le choix de faire quoi en ce moment-là? On a toujours le choix. C'est-à-dire que je veux prendre un élément simple. Vous vendez votre patate, vous avez fixé un prix, peut-être 500 francs votre tête de patate. Maintenant, moi, je dis que je vous donne 100 francs sur votre tête de patate. Et vous acceptez. La faute revient à qui? La faute vous revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'enjeu. Il y a un problème d'intérêt. Il y a un problème de prospective. Il y a un problème de planification. Parce que la plus de 100 francs que je vais vous donner, ça va résoudre vos problèmes. Pas du tout. C'est ça qui est la question.
il y a un problème de plus-value. C'est-à-dire que est-ce que les 100 francs que je vous donne sur l'hôtel de patate que j'achète chez vous, ça ne peut pas résoudre votre problème. Alors que si vous négociez le prix de votre patate, de votre hôtel de patate au prix justement convenu par vous, ça devrait peut-être résoudre vos problèmes. Ça pose donc un problème justement d'enjeu, j'ai dit de planification, ce qui nous renvoie donc fatalement à la transformation de nos matières premières. Et de ce point de vue, il faut de la technologie parce que transformer est une chose. Est-ce que vous avez la technologie? On a des scientifiques sur ce plateau, on a toujours eu des scientifiques sur ce plateau qui peuvent faire des choses extraordinaires. Même si on n'a qu'à leur faire confiance et tout de suite. Non, le problème n'est pas là. Le problème un peu plus... C'est sérieux, mais c'est possible. C'est-à-dire que tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'une convergence d'action. Je parle du docteur Bikimi qui parle d'une convergence d'action sur le plan continental. C'est-à-dire que si le Niger n'a pas, n'est-ce pas, d'expertise locale, oui. le Niger peut solliciter l'expertise à l'intérieur, sur le continent, dans une convergence d'action. Puisque si nous avons ensemble le même ennemi, le même bourreau, ça veut dire que dans une perspective, n'est-ce pas, de désaliénation, eh bien, on doit avoir une convergence d'action d'intérêt. Merci Albert Anatola ici. Le président Balakani voulait justement réagir. On va lui laisser le temps de réagir rapidement avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Monsieur Ngos, vous voyez qu'à la lumière du débat, on arrive à une conclusion que je me suis empêché volontairement de tirer de ma première conclusion parce que je voulais. Justement, donner l'occasion aux uns aux autres. Le panel, je voulais qu'on arrive là. La question du Niger, c'est une question mondiale. Si vous voulez comprendre les enjeux du climat, de l'accord de Paris, revisiter la question de l'uranium nigérien. Tout à l'heure, monsieur le docteur Bekima vous a interpellé sur la supercherie du climat. Tout le discours pseudo-scientifique qui est autour du climat vise à légitimer ou bien à créer un nouveau cycle du capitalisme qui va permettre d'éliminer tous ceux qui ne seront pas compétitifs. Oui. Cette compétitivité, désormais, est basée sur des critères tellement élevés que ça déclasse naturellement, n'est-ce pas, les pays, entre guillemets, qui ont été volontairement écartés de la compétition par diverses manières. Les pays qu'on a maintenus, n'est-ce pas, en situation d'esclavage. Il faut déclasser ça. On a donc créé une nouvelle frontière qui est la frontière écologique. C'est une escroquerie. Si vous croyez que l'écologie est vraie, croyez que le Covid est vrai. Les mêmes gens qui vous mentent sur le Covid, vous pensez qu'ils vont vous dire la vérité sur le climat? Est-ce que c'est possible? Alors si vous voulez savoir ce que j'ai dit, je ne vais pas revenir sur... Si vous voulez faire une émission sur l'écologie, nous allons venir ici avec des documents pour démontrer aux Africains que la question de l'écologie, c'est une manipulation, comme ils manipulent l'affaire du Covid. Vous voyez comment c'est une manipulation qui a toutes les apparences de la science. Oui. Si certains scientifiques dignes de ce nom ne s'étaient pas révoltés pour défendre la vérité, mais qui de nous parlerait? Puis on te dirait que tu n'es pas scientifique, ne parle pas. Maintenant, quand les scientifiques même parlent, dès qu'ils ne sont pas de leur côté, on coupe la tête pour vous démontrer qu'il ne s'agit pas de science. Si l'auteur Bello aujourd'hui, comme il est là aujourd'hui, comme il commence à faire là, ils vont vous dire demain qu'on va l'envoyer demain dans un asile. Ils vont même nier qu'il a travaillé au commissariat de l'énergie atomique. Ils vont nier ça. J'ai mes documents. Non, je dis, ils vont dire que c'est vrai. Docteur Raoult a le document. C'est même sur l'internet. Docteur Raoult, le professeur Raoult a le document, non? Qui remet en cause le professeur Raoult? Les professeurs Perron, qui sont même les propres experts, qui sont des experts de l'État français. Les Toussaint, tous ces gens-là, leur compétence n'est pas remise en cause à quiconque. Mais vous voyez, on a envoyé le professeur Foutignan, un des meilleurs esprits français. On l'a envoyé à l'asile, psychiatrique. On a dit qu'il est fou. Parce qu'il s'oppose à ça. Vous voyez donc qu'il faut faire attention dans le discours scientifique. Quand il est mis en avant par ces voyous-là, je vais vous donner une démonstration simple. Pendant que la France fanfaronne sur COP21 en disant que vraiment Macron veut faire un référendum sur le climat, pourquoi la France ferme les yeux sur le rapport d'une organisation française, une ONG française, on parle dans qu'on appelle le CRIRAD. Le CRIRAD. Le CRIRAD est dirigé par un physicien. Oui.
un physicien français, je crois que c'est un certain monsieur, était dirigé par un certain Bruno Charrion. Physicien connu, c'est lui qui dirait le nom. Alors on a commandé un rapport d'enquête indépendante et scientifique sur les conséquences environnementales de l'exploitation de l'uranium au Niger. Monsieur Ngos, c'est un scandale mondial. Le niveau de pollution est terrible. C'est-à-dire, c'est au-dessus, 500% de fois des standards internationaux en la matière. Le rapport, il existe. Il est là. Bon, pourquoi donc Paris, qui fait le bruit, qui se présente comme le plus grand défenseur de l'environnement, ne commence pas par fermer carrément Areva? Tout à fait. Parce que la conséquence directe de COP21, c'est de fermer Areva, qui est un scandale en matière de pollution au Niger. C'est un crime contre l'humanité en matière de pollution au Niger. Ce rapport existe, c'était commandé par les Français eux-mêmes. Puisque même le même rapport a permis de déclencher une polémique en France sur l'environnement, sur les conséquences de la pollution des sites nucléaires en France. Et c'est parce que les Français étaient menacés qu'on était obligé de remonter à la source d'où provient l'uranium, qu'on était obligé de venir au Niger. Donc c'est même pour les besoins de la France que ce rapport a été commandé. Mais ce rapport, quand vous le lisez, c'est un scandale en matière de pollution environnementale. Si donc la France est soit peu cohérente, qui se présente comme défenseuse du climat, comme celle qui va sauver la planète, ils sont d'une philanthropie supérieure à Dieu. Ils aiment le climat même plus que Dieu lui-même qui a créé ces choses-là. Si la France donc croit ça, pourquoi les conséquences qui sont liées à ce rapport ne sont pas tirées? À savoir la fermeture pure et simple d'Areva. Donc on se moque de vous. On se moque de vous, il faut démontrer ça. On se moque de vous. Donc il n'y a pas de danger écologique. C'est-à-dire que ça a été créé pour passer au nouveau cycle capitaliste dans lequel ils sont maintenant là. Vous comprenez? À partir du moment où les Rothschild, ces 13 familles-là, vraiment, je vais chercher les noms, hein. J'ai les noms, je vais amener les noms. Quand je parle de Rothschild, que j'en comprends bien, c'est l'emblème simplement. C'est un nom totémique, mais qui signifie toutes ces familles qui ont tout l'argent, qui ont confessé les richesses de la terre. Maintenant qu'ils ont réussi à confesser ces richesses de la terre, qu'elles ont réussi à avoir ces richesses de la main, maintenant ils décident que, ok, on passe à un autre cycle. Mais ils sont en train de sortir du capitalisme, alors qu'on nous a dit que c'était indépassable. Hein. Quand vous voyez leur projet, aux États-Unis aujourd'hui, on les appelle communistes. Pourquoi? Lorsque aujourd'hui, M. Ngos, on vous dit que pour travailler, il faut un passeport sanitaire. Parce qu'on vous impose un vaccin, on détruit l'économie. Ça fait depuis bientôt 1 ou 2 ans, on arrête le travail. Vous restez chez vous, vous ne travaillez pas. On est même prêt à vous donner un revenu universel. Pourvu que vous acceptez le vaccin. On n'est plus dans le capitalisme. C'est inadmissible. Les principes du capitalisme interdisent un tel arrêt du travail. Vous comprenez? On arrivait à un niveau où quelques entreprises multinationales ont confisqué le marché mondial. Et n'acceptent plus la concurrence, ne veulent plus la concurrence qui pourrait les déclasser demain. Alors donc, on élabore des barrières, vous voyez, des barrières qui permettent la confiscation du marché mondial par quelques multinationales entre les mains de ces 13 familles. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on va liquider tous les PME du monde. Il faut éteindre tout ça. Toute l'économie qui est non multinationale, qui est non, qui n'est pas toutes les activités économiques qui ne sont pas sous leur contrôle, ou bien qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas catégorisées dans ce qu'ils ont décidé comme étant demain l'activité. C'est ce qu'on appelle travail désormais. C'est eux qui vont décider c'est quoi le travail. Tout ce qui n'entre pas dans ça, on va éliminer. On va éliminer tout ça. Et ça va rester entre quelques poignées de personnes qui vont se partager l'affaire. C'est un truc terrible, c'est même de la démence. Parce qu'à la fin, c'est même l'économie. On retourne au Moyen-Âge, où, je l'ai dit ici une fois, il y avait un seigneur qui avait les serfs. Il régnait sur les serfs, qui était sa propriété. Il les protégeait. Et les serfs travaillaient pour lui. Quand les serfs avaient fini de cultiver son champ, parce que lui, il était un roi, un noble, il se livrait à des choses de nobles, les plaisirs des nobles, et pendant que les serfs travaillaient, quand les serfs avaient fini, il avait une petite portion qui était pour lui. Il pouvait travailler là-bas pour se nourrir. Mais il était la propriété, il était le bien. Hein? Il était la propriété du Seigneur. La révolution capitaliste a été justement de détruire cette féodalité, de sortir les gens des seigneuries, des forts des seigneuries, de casser tout ça, d'inventer la manufacture, et désormais d'inventer l'esclavage salarié, comme dit Kalman. C'est-à-dire désormais, le serf est libre, mais il vend
Il vend son énergie, il vend sa force de travail à un capitaliste. Celui qui lui offre le marché, le travail, pardon, dans la manufacture. On y retourne. Sauf que cette fois-ci, avec la technologie, c'est global. Donc ça n'a même pas de sens. Il s'agit carrément simplement de l'extermination de la population mondiale. Il s'agit d'arrêter la vie, de tuer la vie. Des gens qui tuent la vie, mais ne peuvent pas nous parler de climat. Mais c'est quoi ce qu'ils ont fait ça? Ils vont faire quoi à Paris? C'est quel climat? Je ne veux pas dire certaines choses qui ne sont pas encore publiques. Ils connaissent les chemtrails. Les chemtrails. Chemtrails. Oui, les chemtrails. C'est-à-dire où on vous demande par exemple que, en fait, quand on parle de menace de climat, ces gens sont en mesure de détruire le climat, d'inventer les pluies acides, de modifier l'environnement quelque part. Et d'attribuer ça et de dire que c'est une catastrophe naturelle. Or, c'est fabriqué. Haïti a servi de champ d'expérimentation intellectuelle. Ouais. Le truc qu'il y a eu à Haïti, c'était une expérimentation. Il y a les documents, il y a les preuves. Hein. C'était une expérimentation pour justifier, pour faire peur à la planète, dire que non, le climat est en train de devenir un danger terrible. Oui. Donc, désormais, celui qui défend le climat est moralement supérieur à celui qui ne le fait pas. Donc, la morale normale, M. Goss, l'éthique de la vie, qui est l'amour du prochain, qui est le souci du pauvre, qui est le partage équitable de richesse, est remplacée par une morale, la morale verte écologique. Ça veut dire quoi? Je peux être un pédophile, je peux être un homosexuel, je peux faire des crimes rituels, tuer les enfants et boire leur sang, comme font ces voyous-là. Moi, je ne les crains pas, hein. Comme font ces voyous-là. Ce n'est pas amoral. Ce qui est immoral, c'est le non-respect du climat. Il faut bien que votre tante vous dire. C'est ça qui est amoral. Donc, je peux. Et puis, je dis que je suis homosexuel, c'est très bien. Je n'ai pas d'identité. Je peux être femme le matin, à 15h. C'est 15h. Du matin, c'est à 15h. De 15h à 20h, je suis une femme. Et entre 20h et 3h du matin, je suis homme-femme. Et le matin, je reviens quelque chose. C'est-à-dire que ça, c'est pas. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ils appellent ça le progressisme. Et le père de ça, c'est le voyou qu'on appelle George Soros. Ce minable-là, c'est lui qui ils appellent ça progressisme. Et vous allez comprendre qui est Macron. Quand vous dit que son idéologie, c'est le progrès, le progressisme. Les gens qui n'ont pas de culture vont croire qu'on parle de progrès. Non, ça n'a rien à voir. Il s'agit de la réaction la plus abjecte de l'humanité, d'un retour en arrière la plus. C'est même pire que le cannibalisme. Vous comprenez, hein? On peut cannibaliser les gens parce qu'on a même faim. Vous êtes en forêt, je termine. Ce que je dis est important. Si vous êtes dans une forêt, vous avez faim, vous pouvez manger quelqu'un. Vous ne payez un cannibale. Non, je n'ai pas dit. Il y a eu ça. Quand l'avion qui s'est perdu dans les Andes, il y a eu ça. C'est pas les Africains, c'est pas les Africains. Je n'ai pas dit Africain. Nous, on meurt de faim. Quand on a faim, non, je n'ai pas dit Africain. Je suis en train de prendre l'exemple pour dire qu'il y a cannibalisme et capitalisme. Présentement, on ne mourrait pas de faim en Afrique. On meurt de faim parce qu'on n'est pas cannibale, justement. Mais peut-être il y a les cannibaux rituels, mais il n'y a pas le cannibalisme. En tout cas, c'est un exemple qu'il a pris. On n'a pas dit que les Africains sont cannibales. J'ai besoin de le dire. Merci. Je ne dis pas parler de l'Afrique. J'essaie de parler d'un concept qui est manipulé par des gens. Je dis que le cannibalisme, si quelqu'un a faim, il n'a pas le choix dans une forêt, tout est comme ça. Il tue. On a dit ça au Rwanda, non? Au Rwanda, les gens préparaient les vêtements dans le mamite pour survivre. C'est vrai ça? Bien sûr! Jamais entendu parler. Je vous dis. Merci. Mais ce n'est pas un débat qu'on va faire aujourd'hui. Pendant le génocide au Rwandais, il y a des choses terribles. Hein? Un chanteur, comme il s'appelle, le Rwandais qui chante là. Corneille. Corneille. Il faut écouter sa chanson. Et même son histoire personnelle. Donc, ce n'est pas une affaire d'Africain. Le génocide, ce n'est pas africain. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a cannibalisme et cannibalisme. Mais ces gens-là, ça dit que le cannibalisme qui est la frontière n'est pas franchi est mieux. Parce que c'est ce que je veux démontrer. C'est mieux que ces gens. Ils sont pires. On ne peut même pas les classer. Parce que désormais, il faut que les Africains comprennent bien ce qu'on est en train de dire. Parce que ce qui est moral désormais devient immoral. Il devient immoral. C'est la base de ce qu'on a remplacé les valeurs telles que moi et vous on les connaît. Et les valeurs de la morale que moi et vous on connaît. Je ne fais pas le mal à un prochain. Je ne tue pas quelqu'un. Je ne tue pas mon semblable. Je ne mange pas et je dors quand mon voisin a faim. Et ça part de l'individu jusqu'à l'État. Et même au niveau international. Tout ça est balayé, professeur Jean-Belève. Tout ça est balayé pour remplacer ça par une fausse morale que seuls ces gens maîtrisent. La morale de la défense du climat. Alors dites-moi, monsieur Belève, vous et moi, je défends le climat comment? Le climat est une affaire tellement large. Il faut faire des choses extraordinaires. Que c'est réservé à ceux qui connaissent, qui ont un discours élaboré. Et ce discours, personne ne le juge. Eux seuls le jugent. Alors que les choses simples, comme aimer son prochain, respecter le bien d'autrui, ne pas voler, ne pas tuer, des choses simples, faisables à mon niveau, on parlait tout ça.
Le fait de parler avec un homme, on parlait tout ça. De parler avec femme, on parlait tout ça. De parler avec les animaux, on parlait tout ça. On parlait avec les animaux, on parlait avec les chiens, manger le caca des gens, quand on fait ce qu'ils appellent l'amour, la bestialité, faites toutes ces choses-là, pourvu que vous défendez le climat. Dès que vous défendez le climat, vous êtes un être moral. Or, ce qu'il y a derrière, c'est une stratégie pour confisquer les richesses de l'Afrique et capter les Africains de leurs richesses. C'est ça l'enjeu de l'élection de Joe Biden. Si un Africain ne comprend pas ça, monsieur, ça ne vaut pas la peine. Monsieur Joe Biden est là pour le vaccin, mais surtout pour qu'on retire aux Africains leurs richesses. Je termine avec un truc qui concerne le Cameroun. Vous avez vu l'autre jour, le sultan du Bamoun, monsieur Ibrahim Mondjoya, respect pour le titre, vous dit que l'Ongwon va bientôt devenir patrimoine de l'humanité. Ça passe comme ça au Cameroun, on ne dit rien. C'est grave. Il a dit, il n'y a pas longtemps, hein, l'autre jour. Et les négociations sont avancées. Toi qui es si attaché à l'écriture Bamoun, les négociations sont avancées. Il dit que l'Ongwon va devenir propriété de patrimoine de l'humanité. Comment l'Ongwon peut être un patrimoine de l'humanité? L'Ongwon n'a pas besoin de financement. L'Ongwon, ce n'est pas une maison qu'on peut financer. C'est un acte culturel du peuple. C'est un patrimoine immatériel. Immatériel. Mais comment quelqu'un peut dire que l'Ongwon va devenir patrimoine de l'humanité? Et ça cache beaucoup d'autres choses qui vont passer sous patrimoine de l'humanité, mais qui n'est qu'une escroquerie pour vous déposséder de tout ce que vous avez. Et après, bon, le continent deviendra, dans 15, 20, 30, 100 ans, un endroit comme le Sahara, qui hier était rempli d'eau, n'était pas un désert, mais qui est devenu un désert. Et on dira demain que l'Afrique n'a jamais été peuplée. Elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé, elle n'a jamais été peuplée. Et que ce qui était là avant, c'était une espèce qui menaçait l'humanité. Qui a disparu. Non, qui menaçait l'humanité. Elle menaçait l'humanité, et elle est morte de ce que l'humanité civilisée, elle ne pouvait plus attraper l'humanité civilisée. Elle a donc disparu d'elle-même. Voilà les perspectives qu'il y a derrière toutes ces choses-là. Merci beaucoup, hein, Président Madakani, pour ces éclaircies. Plus que 20 minutes hein, pour sortir de cette édition. 20 minutes seulement. Professeur Bekima, je vais venir avec vous. Finalement, la France est prête à tout. Elle est prête à raser tout le continent africain parce qu'elle est à la recherche des, pour le dire comme ça, hein, des biens matériels. Oui, et si on s'arrête à la France, on ne va pas voir l'étendue de tout le problème. La France, c'est juste une petite entité dans la nébuleuse qui veut contrôler l'humanité. Oui, la France est un broker. C'est-à-dire les vrais détenteurs sont cachés. Il n'a pas des 13 familles, mais même au-delà des 13 familles, il y a d'autres entités qu'on ne va pas citer. Et pour pouvoir le faire, ils sont entrés avec ce qu'on appelle le postmodernisme, c'est-à-dire pour essayer de renverser les valeurs et tout déconstruire. Oui. Et comme on avait expliqué une fois, le capitalisme change de forme et évolue. Il y a longtemps, on a fait aux Noirs l'esclavage. Pour le perpétuer, ils sont entrés dans la colonisation. Après, on a dit la néocolonisation. Après, on est venu nous introduire les démocraties. Maintenant, on est avec la mondialisation, globalisation et le changement climatique. Le transhumanisme. Voilà. Et dans tout ça, vous voyez toujours que pour modifier un peu la perception ou le compas moral des êtres humains, on introduit toutes des valeurs qui sont des contre-valeurs. Ça dérègle complètement l'esprit ordinaire et ça facilite la mise en place de ce genre de structure. Maintenant, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus concret en parlant de ce qui arrive, comme le président l'a évoqué. L'élection de Joe Biden, c'est une espèce de triomphe du globalisme, mais qui va finir par échouer. L'idée, comme l'a dit, c'est l'Afrique qui est visée. Et ces gens ont des façons de fonctionner qui ne trompent pas. Vous avez vu que pour apporter la proposition de loi pour le Niger, c'est au fouet. C'est-à-dire qu'il faut un noir qui va porter le dossier au niveau du Parlement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez aux États-Unis? Au niveau de la défense, on a ramassé un noir, Lord Austin. C'est lui qui est ministre de la Défense. Quand vous voyez quelque chose comme ça, sachez toujours quels sont les gens qui sont visés. Joe Biden ne va pas faire un an dans ce pouvoir. Parce que ce n'est pas à lui d'être président. La personne qu'on veut à la présidence, c'est Kamala Harris. Cette dame noire de peau. Qu'est-ce que Obama? Parce qu'on pense qu'elle va refaire, que les Africains seront assez naïfs
pour l'accueillir comme ils ont accueilli Obama au départ avant de se rendre compte que c'était une imposture. Et qu'est-ce qu'Obama a fait à l'Afrique pour que l'Afrique commence à voir les dangers qui arrivent et en puissance, je ne sais pas, il faut dire 1 million ou 1000. Obama a voulu introduire 2 choses en Afrique parce qu'il est venu pour 2 choses aux États-Unis. Légaliser l'homosexualité et renforcer les capacités de l'Africom en Afrique. Il a réalisé les 2. Et quand tu dis homosexualité, c'est LGBT. Hein? LGBT, oui. Donc, tous les mélanges un peu incongrus. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, quand il est venu avec ses 300 hommes d'affaires à l'avion où il passait de pays en pays, il demandait aux Africains de légaliser l'homosexualité, qui, d'après leur culture, est quelque chose qui est normal, mais qui n'est pas normal dans notre contexte. Et Trump l'a rappelé, que chaque entité a le droit de vivre d'après sa culture et d'après ses valeurs. Voilà. Et la pire des choses, l'une des choses que l'on ne dit pas suffisamment, Oui. c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le Planned Parenthood, où on a créé des cliniques d'avortement, et vous allez toujours vous rendre compte que c'est toujours autour des communautés noires. On vous dit aujourd'hui que chaque année, aux États-Unis, les eugénistes, très malin, on vient toujours vous donner un discours. Par exemple, maîtriser la communication. On vous présente une forfaiture, comme si c'était quelque chose qui était là pour vous aider. Un progrès. Oui, un progrès. Chaque année maintenant aux États-Unis, on avorte plus de 2 500 000 enfants noirs. Parce qu'ils ont dit, est-ce qu'il faut tuer seulement les noirs dans la rue? Il faut même les empêcher de naître. Est-ce que vous savez que Obama a permis de construire au moins 100 de ces cliniques en Afrique? Voilà. C'est les choses comme ça qu'il faut regarder. Et donc, maintenant, par rapport à nos matières premières, et c'est ça, j'avais posé la question, Joe Biden vous a dit qu'il veut sortir des énergies fossiles, ce qui est d'ailleurs une impossibilité. Parce que ça représente plus de 85% des énergies utilisées. Il faut préciser que les Africains comprennent. Oui. Les cliniques là, en Afrique, on masque ça derrière des trucs comme planning familial. Oui, c'est ça le pilule mot. du lendemain. Voilà. Il faut que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. C'est ça qui sert de couverture, derrière tout ça. Voilà. Parce qu'on veut vous empêcher, on trouve que vous êtes trop nombreux, que les Africains sont trop nombreux. Il faut les réduire de manière à pouvoir les contrôler, sinon même les exterminer. Je fais une petite parenthèse. Entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a l'un des pays, je ne sais pas lequel, où on a exterminé tous les aborigènes. En Australie. Dans l'autre, on n'a pas exterminé et lisé les documents britanniques, pas parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont dit qu'ils sont trop nombreux pour notre matériel. Donc, on va les ramener à un nombre suffisant, mais ça nous coûte plus cher de les exterminer que de les maintenir. Voilà. Donc, quand Joe Biden vous parle de sortie des énergies fossiles, c'est des mots extrêmement codés. Parce que toutes les matières premières de remplacement, que ce soit le lithium, le cobalt, il parle des voitures électriques, par exemple les deux plus grands composants, les terres rares, le coltan, donc le tantan, Columbine, là, c'est dans son domaine, voilà. Ça sera confisqué, comme Balakani vous a dit. Maintenant, on va vous sortir un discours. On est en train de vous préparer dans votre discours de l'incompétence. Que vous êtes incompétent, vous ne pouvez pas gérer un bien aussi précieux maintenant qu'il nous reste pour l'univers. Donc, on va vous écarter, on va le gérer nous-mêmes. Et vous avez vu qu'il y a des tentatives déjà, ça commence comme avec les forêts au niveau du Brésil. La France a donné une injonction au Brésil de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait, il n'arrivait pas à gérer l'incendie de l'Amazonie. On va vous dire, le bassin du Congo, vous ne pouvez plus toucher à quoi que ce soit. Oui. Et après, ça sera vos matières premières qu'on ne pouvez plus gérer. Que comme on veut sortir les énergies fossiles, on ne peut pas gérer n'importe comment toutes ces matières premières-là. Et maintenant, pour finir, j'ai envie quand même de répondre un peu à mon ami Troisa. Troisa a dit que on doit pouvoir fixer notre prix. Je suis d'accord avec lui, que c'est ça l'objectif. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est une assumption qui n'est pas vraie à l'état actuel des choses. On est dans une affaire de rapport de force. Le marché est totalement contrôlé. Il y a une dictature des prix.
nous n'avons même pas encore mis les structures en place pour pouvoir même peser sur le marché. Par exemple, si le Niger a quelques éléments dans Areno, je n'ai pas d'entrer dans les détails techniques pour dire le genre d'action qu'ils ont là-dedans. C'est-à-dire, vous avez des actions que vous ne pouvez même pas vous-même véritablement vendre en bourse. Parce que quand vous avez les moyens de vendre vos actions en bourse, vous êtes capable d'influencer la marge ou la destruction. Et quand moi je dis que les Africains doivent entrer dans le capital, c'est ce genre de capital-là. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra mettre en place. Par exemple, les fonds souverains d'investissement. Vous savez que les Africains doivent entrer dans une espèce d'offensive multidimensionnelle, même offensive financière. Tu ne peux pas voir un pays sérieux qui n'a pas de banques dans les autres pays. C'est la façon dont elle fait la promotion et elle obtient le capital dans ce pays-là. Les Africains n'ont aucune banque nulle part. Ils n'ont aucun fonds souverain dans aucune bourse. Ça veut dire que tous leurs prix sont à la merci de ceux qui vont décider. Ce n'est pas à la source. Quand tu veux vendre au départ, que tu dis que mon prix est tel. Tu mets en place les moyens de contrôler ton prix à tous les circuits. Sur tous les circuits, toute la chaîne à laquelle vont des produits. C'est pour ça que tu as vu quand les Chinois ont voulu acheter l'or, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une demande artificielle. Oui. Non, ils ont créé une offre artificielle. Oui. Qu'il y avait tellement d'offres d'or que les prix ont baissé. Tous les prix ont baissé. Ils l'ont fait. Ils ont la technique pour ça. Et les Africains ont la technique pour ça. Mais on ne l'utilise pas. C'est pour ça qu'on parlait d'organisation. Donc, j'ai envie de m'arrêter un peu là pour le moment. On espère tout simplement qu'on vous serez également là demain. Bon, je vais me tourner vers vous, Dr Mbelek. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il ne reste plus que 9 minutes pour sortir de cette édition. Bon, premièrement, moi, je vais encore repasser un message. Non seulement je constate une fréquentation très minoritaire du centre Afri-Sciences, même si on a eu l'honneur d'avoir la visite des membres des DBS. C'était un grand honneur. Et donc, justement, aussi le docteur Paul Bekima, qui nous a rendu visite hier. Mais j'aimerais qu'on m'envoie aussi des enfants. J'ai un élève... Oui, vas-y, tu peux parler. Oui, c'est-à-dire, Afri-Sciences, d'après moi, c'est ce genre d'initiative que nous devons avoir, que nous devons supporter. C'est-à-dire que si la diaspora, vous avez un website ou un compte, il faut j'y ai été. C'est un projet fabuleux. C'est une matrice qui va fabriquer les vrais dirigeants patriotes et panafricanistes africains du futur. Et c'est un projet qui doit être, d'après moi, fortement soutenu. Moi et Dr Mbelek, on n'en a pas parlé, mais j'ai été vraiment très impressionné par tout ce que j'ai vu et le projet qui est en train d'être implémenté. C'est-à-dire, ça, c'est l'avenir de l'Afrique. Allons-y, docteur Jean-Paul Mbelek, plus que 5 minutes pour sortir, s'il vous plaît. Non, parce que vous posez des questions, en journaliste, il faut jouer dans le journaliste. Je ne suis pas journaliste. et moi, je suis quelqu'un de conséquent. Et j'aimerais que la population le devienne aussi. Oui. Parce qu'une chose est de dire oui, je veux ça. Mais quand il faut maintenant agir, il n'y a personne. Vous avez ici, vous me reconnaissez comme un spécialiste dans mon domaine. Oui. Et moi, je vous le dis que c'est au niveau mondial. Qu'attendent les parents pour envoyer les élèves, leurs enfants, pendant les vacances scolaires? Attends, j'ai une expérience d'enseignement, même au niveau du secondaire. En France, je suis sollicité là-bas. J'ai beaucoup d'élèves. J'ai formé des centaines, même des milliers d'élèves. Et moi, j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont eu plus de 20 sur 20 au bac en mathématiques. J'ai dit en mathématiques. Parce qu'ils ont eu plus de 20 sur 20, parce que parfois, les preuves étaient difficiles, on augmentait les points. Ils dépassaient les 20 sur 20. Et j'en ai eu plusieurs. Les Français, ces élèves-là peuvent témoigner. Si un jour l'un d'entre eux devient important en France, il pourra témoigner qu'un jour il est passé dans la main des gens pour Mbelek, qu'il n'était pas bon en maths, il est devenu bon en maths. Il pourra le témoigner. Qu'attendent les parents? Moi, j'ai un seul élève là, il s'appelle Kevin Pouga. Il est au lycée, il est au collège Liberman, en seconde. Il prend les cours régulièrement, mercredi et samedi. Et les autres parents attendent quoi? Ils écoutent DBS, non? Et c'est comme ça qu'ils veulent qu'on arrive à quelque chose. Mais il faut commencer par les petits ruisseaux pour finir par faire des fleuves. Les fleuves font des... C'est pas ça, le président Badakani? Bon, donc envoyez-moi vos enfants, ok? Arrêtez de faire les imbéciles, là. Voilà. Moi, je suis clair là-dessus. Ensuite, vous ne faites pas les expériences dans vos lycées. Mais moi, j'ai les équipements chez moi. Je fais faire les expériences aux enfants. Je leur fais faire des ateliers. Ils rentrent avec une radio toute faite. Pour l'instant, mes équipements sont encore dans les valises. J'ose même pas les sortir. Ils attendent quoi pour m'envoyer les enfants? Hein? Vous n'êtes pas encore au courant? Savonamou, ça dit. Hein? En face d'hôtel Saint-James.
Voilà encore mon téléphone. 671 85 77 05. Je répéterai ça une autre fois. Retenez définitivement. OK? Voilà. Donc si vous voulez que vos enfants deviennent quelque chose, vous-même devenez quelque chose, faites un minimum d'efforts. Merci beaucoup, Jonathan. Et les cours ne sont pas chers. 2 fois 2 heures par semaine, ce n'est que 50 000 francs CFA. Mais avec ça, votre enfant vous nourrira demain. Bon, ça, c'était pour la partie. Et puis, finalement, on a un restaurant. Vous mangez très bien là-bas. Et c'est pas cher. OK? Merci, Dr. Non, Belek. je reviens sur la question. Là, le temps nous est imparti. Allez-y. Bon. Puisque c'est comme ça, je vais seulement dire une chose. Aujourd'hui, c'est le Niger. Oui. L'uranium. Le coltan, le cobalt, le tantal dans la Colombie, tout ça là, ne produisent pas l'énergie. Ça ne produit pas l'énergie. Oui. Ça participe au niveau des nanotechnologies, par exemple pour le téléphone. Donc c'est des supports indispensables, parce qu'il faut doper les éléments. Doper, c'est des composants minoritaires qu'on rajoute, par exemple dans le silicium, pour lui donner sa fonction. Voilà. Et en tant que minoritaire, vous voyez que voilà une preuve qu'une minorité peut jouer un rôle important. C'est ce composant minoritaire qui va faire la grande fonction au composant. Merci. Silicium. Alors, donc, je suis là. Allez, Voilà. fuitez. Donc ça, c'était pour dire que l'uranium, c'est la partie énergie. Or, 95% de l'énergie, de l'électricité en France, c'est l'uranium qu'on a vu que l'essentiel vient de l'Afrique. Dans le Niger. Oui. Sauf que le Niger lui-même n'est pas éclairé. Le Niger même n'est pas éclairé. Ici, au Cameroun, on parle de délestage. Eux, c'est même pas le délestage. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Oui. Donc, vous voyez à quel point va le scandale. Eh bien, nous, première espèce humaine de l'humanité, née en Afrique, nous devions avoir honte pour en finir avec cette honte et retrouver notre fierté. Voilà. Merci. Albert Anatola, ici votre mot de fin. Non, disons que j'ai tout à l'heure évoqué un certain nombre d'éléments. D'abord, le fameux scandale environnemental. Oui. Parce que vous ne pouvez pas venir dégrader, détruire un État souverain, enfin, entre guillemets, pour aller créer les emplois chez vous, aller créer les richesses chez vous. Et vous le laissez un peu dans la pauvreté, avec des complicités endogènes et des dirigeants. Moi, je trouve que là, c'est un gros scandale. Je pense également je crois que finalement, Paris a beaucoup d'affaires pendantes sur le continent africain qui peuvent faire l'objet d'un procès. Parce que là, c'est très dangereux. On fera ce procès où? Dans tous les cas, ça pose dans la problématique de la réforme de nos institutions. Parce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas tout le temps aller dans le Conseil des Nations en complexé. Non. Je pense qu'à un moment donné, si nous sommes un continent riche, à belles intelligences, il faut s'organiser. La deuxième et dernière chose, et je suis par là, Oui. c'est pour rebondir sur la problématique que Dr Bikima a soulevée, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la concurrence sur le marché. Le continent africain a un vaste marché, mais sauf que il y a un véritable problème qui se pose. Tout à l'heure, je parlais de convergence. Oui. Ça pose également la problématique justement de la monnaie, qui est un combat très cher au président Banakani. C'est-à-dire que si nous devons avoir des guichets, je parle des banques à l'international, on doit avoir une autonomie monétaire. La deuxième et dernière chose qu'il faut également relever, c'est quoi? C'est que dans nos banques centrales, ou bien les banques sur les banques commerciales également, vous avez toujours des expatriés qui sont au niveau du conseil d'administration, qui créent des droits, qui créent le veto. Il faut engager des réformes. Je dis pas, vous avez la BEAC qui a au moins trois représentants français qui peuvent à tout moment créer un droit de veto. Vous avez la BCAO, c'est la même chose. Donc je pense qu'il va donc falloir engager des réformes assez sérieuses. Parce qu'à mon sens, tout à l'heure on l'a évoqué, ça dit qu'en fait c'est Paris qui est la face visible de l'iceberg, mais derrière il y a plusieurs grandes familles du monde. Il y a une grande cavalerie derrière. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on s'organise? Voilà le problème de fond. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Docteur Bekima, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'introduction à la question africaine. Déjà, c'est en vente déjà? Oui, c'est sur Amazon. Sur Amazon. Oui, depuis 2 ans. Et je rappelle que vous êtes le président de Kepera Institute of Strategic Analysis Inc. C'est aux États-Unis d'Amérique. Bon, vous nous avez rendu visite hier. Je rappelle que vous êtes là depuis hier. Vous nous avez rendu visite. Donc, je tiens à vous dire merci d'avoir été également sur ce plateau ce matin. C'est pas tous les jours qu'on voit un téléspectateur qui est finalement sur notre plateau, mais un docteur également, un enseignant à l'université du côté des États-Unis d'Amérique. Introduction à la question africaine. Eh bien, tout
sur la géopolitique africaine. C'est dans ce livre du docteur Paul Bekima. Merci d'avoir été là ce matin. Je vous en prie. Docteur Jean-Paul Bellet, merci également d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir accueilli. Albert Anatola, ici, et merci d'avoir d'avoir été là ce participé matin. à un premier plateau. Il sera là demain. Le Il docteur sera. Paul Bekima. Écoutez, c'est fait un plaisir comme d'habitude. Hein. Président Banakani, merci également d'avoir été là ce matin. Moi, j'ai un souci. Oui, Le débat, il pose un problème sérieux, mais le débat, ce n'est pas la réforme. oui. Ce n'est pas la réforme qu'il faut. On ne reforme pas des choses comme ça. C'est comment faire la guerre. Il faut penser la guerre. D'abord- Il faut penser la guerre. Ce que je dis est sérieux. Oui. Non, allez-y. Parce que c'est de ça qu'il s'agit pour l'Afrique. Ce n'est pas les réformes. Un truc comme la Constitution africaine ne demande pas de réformateur. Il faut penser la guerre. Quand on dit de penser la guerre, et opérationnaliser la pensée de la guerre. La guerre peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut prendre toutes sortes de formes. Oui. Mais ce qu'il nous faut, c'est la guerre globale qui combine tous les différents aspects de la guerre. Merci C'est ça beaucoup. qu'il faut faire en Afrique. Merci monsieur d'avoir été là ce matin, merci à l'équipe technique, merci à la direction générale, madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Nibier ce matin, la seconde du genre de cette semaine, plus que 48 heures et ce sera la fin d'année. Nous allons vous souhaiter tout le bonheur du monde, mais n'oubliez surtout pas, comme le déclarait Arthur Schopenhauer, si les autres parties du monde ont des singes, l'Europe a des Français. Cela se compense. À dire peut-être que les Français sont des singes. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.